Salut la machine, toujours au top, 6e vidéo de la série Santé au collège, nouvelle série sur les efforts musculaires, l'entraînement, le dopage. Aujourd'hui, 2e vidéo, comment gérer son effort. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on a vu dans la vidéo précédente que quand on fait un effort, on a une augmentation du rythme respiratoire afin de fournir plus d'oxygène aux cellules et on a une augmentation du rythme cardiaque afin de faire circuler beaucoup plus vite le sang pour approvisionner rapidement les cellules en dioxygène et en glucose. Afin de gérer son effort, il faut connaître un peu mieux ses rythmes cardiaques et respiratoires. Je vous rappelle que le cœur est divisé en deux parties, ce qu'on appelle le cœur droit et le cœur gauche. Alors, je vous montre le cœur droit à gauche et le cœur gauche à droite, parce que je vous rappelle que le cœur que vous observez, c'est celui d'une personne qui est en face de vous. Donc, les polarités sont inversées. Le cœur droit, lui, reçoit le sang riche en dioxyde de carbone qui provient de tout le corps, que ce soit des muscles, du rein, de l'intestin. Il va renvoyer ce sang aux poumons pour qu'il puisse évacuer le CO2. En échange, il récupère du dioxygène. Ce sang riche en dioxygène passe au cœur gauche pour ensuite être distribué à l'ensemble du corps. Sur ce même circuit, nous avons la circulation du glucose qui est récupéré au niveau de l'intestin, qui va donc se retrouver dans le sang, circuler jusqu'à arriver au muscle. Même chose, le muscle va se débarrasser d'un déchet qu'on appelle l'urée, qui lui va se retrouver donc dans le sang, qui va circuler jusqu'à arriver au rein pour être éliminé dans l'urine. Donc lors d'un effort, le cœur va battre plus vite, mais il va falloir, s'il veut être efficace, envoyer plus de sang. Si on fait une coupe du cœur, comme ça, et qu'on regarde par-dessus, on observe ça. Cette tranche de cœur nous montre bien les deux ventricules, gauche et droit, et le ventricule gauche, qui lui doit envoyer le sang dans tout le corps, possède une paroi musculaire beaucoup plus épaisse que celle du ventricule droit, qui lui se contente d'envoyer le sang jusqu'au poumon, situé juste à côté de lui. Donc quand on fait de l'effort, quand on fait un entraînement, la paroi musculaire des deux ventricules va s'épaissir, augmenter en taille, de manière à pouvoir éjecter plus de sang. Et ce volume de sang éjecté par le cœur est appelé le VES, ou volume d'éjection systolique. C'est le volume de sang éjecté par le cœur gauche dans l'artère aorte. Notre cœur est un muscle. Il a donc ses limites. Il ne va pas pouvoir exercer une contraction de puissance très importante, encore moins indéfiniment. Nous avons donc ce qu'on appelle un rythme cardiaque maximum et on peut le calculer pour chaque individu grâce à la formule suivante. On fait 220 moins l'âge du sujet. Par exemple, un sujet qui aurait 17 ans, son rythme cardiaque maxi, c'est 220 moins 17, c'est-à-dire 203 battements par minute. Un sujet qui a 50 ans va donc avoir son rythme cardiaque maximum de 220 moins 50, soit 180 battements par minute. Un sujet âgé de 30 ans va donc avoir un rythme cardiaque maximum de 190 battements par minute. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, plus l'on vieillit, moins on peut effectuer de gros efforts physiques? Voilà pourquoi les sportifs de haut niveau sont souvent jeunes. Jamais on a de sportifs de très haut niveau qui ont 40, 50 ans. C'est très rare. Regardez les joueurs de foot, puisqu'en ce moment on est dans le mondial. En général, vers 30-32 ans, ils prennent leur retraite. C'est fini. Ils commencent à être trop vieux parce que leur cœur ne peut pas battre aussi vite que celui d'un jeune de 17-18 ans. Concernant l'appareil respiratoire pulmonaire chez l'homme, on l'a vu dans les vidéos concernant le monde vivant. Je vous rappelle donc que l'air rentre par la narine, la trachée, les bronches, les bronchioles, arrivés jusqu'aux alvéoles. Qu'au niveau des alvéoles, nous avons donc un échange entre le dioxyde de carbone dont le sang se débarrasse et le dioxygène que le sang récupère, de manière à avoir du sang riche en oxygène pour les muscles. Et donc, en toute logique, quand on fait un effort, bien sûr, on va respirer plus vite, mais comme pour le sang, on va faire rentrer plus d'air, on va augmenter le volume d'air entrant, c'est ce qu'on appelle le volume courant. Le volume courant, c'est le volume d'air qui circule habituellement dans les poumons. Et lors d'un effort, on a tendance à inspirer plus fort pour faire rentrer plus d'air. Il est possible d'enregistrer notre respiration grâce à un dispositif EXAO,
expérimentation assistée par ordinateur. Donc pour réaliser une mesure de rythme respiratoire et de volume respiratoire, on a besoin d'un capteur, d'un filtre, d'un embout, d'une console branchée à l'ordinateur et d'un logiciel qui va permettre donc de dessiner l'enregistrement des mouvements respiratoires. Et l'air donc qu'on inspire ou qu'on expire va circuler dans ce capteur. Le petit ventilateur qui est à l'intérieur va tourner et on va pouvoir, grâce à la vitesse du ventilateur, calculer le volume d'air qui rentre ou qui sort du capteur et ainsi déterminer graphiquement sur le logiciel le volume d'air qui rentre et qui sort de mes poumons. Et donc là, vous voyez, je suis morte. Je ne respire plus. Sur cette vidéo, j'ai fait 3 cycles respiratoires réguliers. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ensuite, après mon 3e cycle respiratoire, j'ai fait un cycle inspiratoire forcé. J'ai forcé mon inspiration et j'ai forcé mon expiration. Maintenant, j'ai agrandi l'axe vertical afin d'avoir un peu plus de détails et je peux donc mesurer sur cet axe le volume d'air qui est rentré dans mes poumons. Donc, je peux lire ici 0,5 litres, c'est la base de mon inspiration. Je monte à 2,4 litres. Je vais donc pouvoir faire la soustraction entre les deux et trouver le volume d'air qui est rentré dans mes poumons. Je peux faire ce même travail pour mon inspiration forcée. Je suis à 0,2, je suis montée à 3,2. J'ai donc fait rentrer 3 litres dans mes poumons au lieu d'1,7. Voici donc l'enregistrement effectué chez un garçon de 16 ans. On observe ici une inspiration suivie d'une expiration. Là, on voit qu'il y a une inspiration forcée et là, une expiration forcée. Si je regarde le rythme respiratoire, je vois qu'ici, mes pointes sont assez espacées et là, mes pointes sont rapprochées. Ça veut dire qu'ici, Valentin a respiré plus vite que là. Globalement, j'ai demandé à Valentin de respirer avant de faire un effort dans la machine, environ jusqu'à 30 secondes. Et à partir de 30 secondes, je lui ai demandé de faire un effort physique pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, je lui ai demandé de s'asseoir. Et regardez ce qui se passe. Les pointes sont un peu plus espacées. Son rythme respiratoire diminue. Il a donc fait une phase de repos, une phase d'effort, une phase de récupération. On va pouvoir compter son rythme respiratoire dans chacune de ces périodes. Alors au repos, entre 2 graduations, j'ai 12 secondes. Je vais compter soit les pics du haut, soit les pics du bas. 1, 2, 3, 4 respirations en 12 secondes. Donc 4 cycles en 12 secondes. Moi je veux 1 minute. 1 minute c'est 60 secondes. Je vais donc faire un produit en croix. Ça fois ça divisé par ça me donne ça. 4 fois 60, le tout divisé par 12, ça me donne 20 cycles au repos. Je compte, j'ai une pointe sur le début de l'intervalle, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc 6 en 12 secondes. Je veux moi en 60 secondes. 6 fois 60 divisé par 12. J'arrive à 30 cycles par minute. Donc au repos, Valentin respirait 20 fois par minute. Pendant son effort, il a respiré 30 fois par minute. Et si je reviens en récupération, je reviens à 3 voire 4. Je suis dans mon 4e. 1, 2, 3, 4. On va reprendre donc 4 cycles en 12 secondes comme au départ. J'ai donc ici un retour à la normale. Pour connaître ses limites, savoir jusqu'à quel effort maximum on peut aller, les médecins proposent de réaliser un test à l'effort. On vous met sur un cyclo-ergomètre, c'est-à-dire un vélo.
On vous branche un masque sur le visage pour enregistrer votre respiration. On vous place des capteurs au niveau du pouls pour enregistrer votre rythme cardiaque et on mesure votre consommation en dioxygène en litres par minute en fonction de la puissance de l'exercice en watts. On va vous donner au départ un exercice de faible puissance et plus le temps avance, plus on va vous faire faire un exercice difficile. Donc techniquement, pour ceux qui connaissent les cyclo-ergomètres, les vélos d'appartement, ça s'appelle, eh bien, au départ, on règle la machine sur une puissance faible et plus on avance, plus on augmente la difficulté de pédalage. On va le faire pour 2 personnes, un sportif, la courbe bleue, et un sédentaire, la courbe rose. Un sédentaire, c'est quelqu'un qui ne fait pas de sport. Et on va analyser l'évolution de ces courbes. Première chose, on rappelle que l'effort est croissant. Au fur et à mesure du temps, la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire sa puissance, augmente. Donc les puissances faibles sont réalisées au débarrage de l'expérience et plus on avance dans le temps, plus la puissance augmente. Et qu'est-ce qu'on constate? Regardez la courbe du sportif, la consommation en dioxygène augmente régulièrement et finit par stagner environ à 400-430 watts. Nous sommes ici environ à 5,2 litres par minute. Alors que pour le sédentaire, la consommation en dioxygène augmente rapidement et elle se stabilise ici environ à 4,2 litres par minute et chute brutalement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Notre sédentaire a atteint son volume maximum d'oxygène qu'il est capable de consommer. Ça correspond donc à l'effort maximum qu'il est capable de faire. Notre sédentaire ne peut pas dépasser environ les 300 watts d'effort. Donc on appelle ça le VO2 max qui est égal ici à 4,2 litres par minute pour notre sédentaire. Par contre, notre sportif, on a vu que sa VO2 max arrive à 5,2 litres par minute. Il est capable de consommer plus d'oxygène en 1 minute. Donc, il va fournir plus d'oxygène à ses muscles. Donc, ses muscles vont pouvoir faire plus d'efforts et atteindre une puissance un peu plus importante, environ 425 watts. Donc ici, clairement, l'entraînement a un effet positif sur le volume d'oxygène maximum qu'on peut consommer et donc sur la puissance de l'exercice que l'on peut réaliser. On constate que le sédentaire arrive à l'épuisement plus rapidement que le sportif à 300 watts contre 400 watts. On appelle VO2 max le volume de dioxygène maximum qu'une personne peut atteindre par minute. Cette valeur limite l'effort musculaire car le muscle fonctionne avec du dioxygène. On en déduit que le volume de dioxygène maximum consommé est plus faible chez les sédentaires que chez le sportif. On en conclut que l'entraînement augmente le VO2 max et donc les performances sportives. Ainsi, pour gérer son effort, il est important de se connaître et de connaître ses capacités. On définit ainsi une variable appelée VO2 max, volume maximum de dioxygène consommé par minute. Cette VO2 max dépendra du rythme cardiaque et de la capacité respiratoire de l'individu. Plus le sang circule vite, plus il pourra apporter le dioxygène aux muscles. Plus l'individu respire vite et beaucoup, plus il peut consommer de dioxygène. Ainsi, l'entraîneur fera faire des exercices permettant d'améliorer à la fois le volume respiratoire et le rythme cardiaque. Cependant, tous ces efforts d'entraînement ne mèneront à rien si vous n'avez pas, en parallèle de cela, une bonne hygiène de vie. En effet, voilà, regardez. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un poumon. Mais ce poumon, il est noir au lieu d'être rouge parce que c'est un poumon de fumeur. Comment voulez-vous que votre poumon fonctionne correctement, récupère correctement l'oxygène pour augmenter vos performances sportives si vous fumez? Et non seulement la cigarette met des goudrons dans vos poumons, bouche les alvéoles, empêche la récupération d'oxygène, mais en plus, une cigarette, c'est 10 minutes de vie en moins. Pourquoi? Parce que dedans, il y a plus de 400 produits chimiques, du plomb, de la naphtaline, de la nicotine, du mercure, de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est ce qu'on met pour récurer les toilettes, des goudrons, etc. Donc, que vous soyez sportif ou non sportif, ne fumez pas. C'est pas bon pour vous. En plus, ça coûte une blinde. Vous savez que par exemple, une personne qui a commencé à fumer à 16 ans, qui arrive sur ses 30 ans, à raison d'environ 10 cigarettes par jour, vu le prix du paquet, elle aura dépensé en 14 ans environ 14 500 €, le prix d'une bagnole. Alors, commencez pas à fumer, ça fera plaisir à votre porte-monnaie. Ensuite, faire du sport, c'est bien, mais on a vu que les muscles ont besoin de glucose et de nutriments. Donc, je vous rappelle, on a déjà vu les différents groupes des aliments.
Si vous êtes sportif, il va falloir augmenter certaines catégories d'aliments, notamment ce qu'on appelle les sucres lents, pain, pâtes, pommes de terre. Ces sucres lents, si on les appelle lents, c'est parce qu'ils mettent du temps à être digérés et fournissent donc du sucre sur du long terme. C'est pour ça que les grands sportifs, une semaine avant les compétitions, mangent beaucoup de féculents à chaque repas. Et on revient sur nos 2 plateaux repas que je vous avais présentés. On avait vu dans les vidéos précédentes que celui-ci était équilibré, celui-ci ne l'était pas. Donc ça, pour les sportifs, c'est vraiment à bannir. Il y a trop de gras. Pour les sportifs, celui-là est à privilégier. Par contre, il va y avoir un souci. Il va manquer une certaine quantité d'énergie. Il va donc falloir augmenter les doses de sucre lent, augmenter les doses de viande et surtout augmenter les doses de laitage pour protéger les os, car les os vont être soumis à des chocs réguliers et il faut les renforcer. Alors pourquoi je vous ai fait éliminer le plateau de charcuterie? Parce que dans la charcuterie, il y a beaucoup de gras. Ici, nous avons un vaisseau sanguin. Là, vous avez une paroi d'un vaisseau, l'autre paroi du vaisseau. La paroi, elle est assez épaisse, elle est là, et elle peut être remplie de gras. Ici, vous avez ce qu'on appelle une plaque d'athérome, c'est-à-dire du gras qui s'accumule à l'intérieur de la paroi du vaisseau. Résultat, l'espace pour circuler se rétrécit, contrairement à un endroit où il n'y a pas de plaque d'athérome. Et les globules rouges vont avoir énormément de mal à passer. Et comme dans le sang, il y a des plaquettes, ces petits éléments qui servent à agglutiner le sang pour faire des croûtes, quand par exemple on se blesse ici, on va avoir une croûte qui apparaît, ce sont les plaquettes qui s'associent pour emprisonner les globules rouges, pour que ça durcisse et que ça fasse une plaque. Et bien ici, vu qu'on rétrécit le passage, et on augmente la probabilité que les plaquettes se rencontrent et s'accrochent les unes aux autres, et on augmente la probabilité de caillots sanguins. Donc ici, vraiment, chez les sportifs, comme chez toute personne, on recommande de ne pas abuser de produits trop gras, car ça peut, à force, boucher les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire.